Que fait-il Averroès? Que fait-il, le coude sur un livre et le menton dans la main? Il cogite. Si un latin parlait, c'est ainsi qu'il dirait « hic homo cogitat ». On voudrait comprendre ce que cela signifie et recèle. La modernité l'ignore, l'a oublié, peut-être l'a recouvert. Sauf en quelques formules, des idiotismes, de l'argot, un peu de poésie, elle n'a depuis longtemps plus qu'un mot, celui de penser. Cogito ergo sum, je pense, donc je suis. Que suis-je? Une res cogitans, une chose qui pense. On le répète, mais c'est flou, et trompeur aussi. Car on pourrait fondre cette pensée dans la conception et l'y réduire. L'homme sent, puis imagine, et à titre d'homme, enfin, pense ou conçoit, c'est-à-dire produit et combine des notions générales, des concepts. Or cela, ce n'est pas cogiter. Bonjour Jean-Baptiste Brunet. Bonjour à vous. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Vous êtes médiéviste, professeur de philosophie arabe à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auteur d'Averroès l'inquiétant, qui était paru en 2015 aux éditions Les Belles Lettres, d'une traduction à notation de L'âme et le corps de Thomas d'Aquin aux éditions Vrin, et vous venez de faire paraître Je fantasme, Averroès et l'espace potentiel aux éditions Verdier, dont vous venez de nous lire les premières lignes. C'est un ouvrage passionnant, je le dis tout de suite, parce que sans doute assez rare de par la forme et le fond. Le fond, c'est-à-dire s'intéresser, les ouvrages sur Averroès ne remplissent pas les librairies, c'est le moins qu'on puisse dire, et vous avez choisi une forme très originale pour en parler. Un livre assez court, des chapitres courts et très percutants, qui pose directement la question, qui est d'ailleurs votre première question, que fait-il Averroès? Et vous partez d'un malentendu. Ce malentendu, c'est la conception, la définition que nous autres philosophes occidentaux avons du terme de cogiter. Le cogito cartésien, que signifie la cogitation, et vous dites, cogiter en fait, ce n'est pas du tout penser. Et le grand malentendu sur Averroès part de cette confusion. Jean-Baptiste Brunet. Oui, c'est-à-dire que ça n'est pas que ça n'est pas du tout pensé, c'est que le terme même de penser est un terme assez vague, un terme très large. Et ce terme-là, qu'on utilise pour traduire la cogitatio cartésienne, constitue chez Descartes, vaut chez Descartes, dans un geste assez révolutionnaire chez lui, parce que ça couvre un spectre très très large d'activités. Le doute, l'affirmation, la négation, la volonté, l'intellection, et aussi la sensation, et aussi l'imagination. Donc il y a dans la tradition cartésienne un vague que recouvre cette notion de pensée, mais le terme est vague aussi si on l'assoit à la tradition qui précède, et qu'on connaît beaucoup moins bien, c'est-à-dire la tradition médiévale, et dans la tradition médiévale, la tradition arabe. Donc ce qui m'a intéressé, moi, c'est de voir que la modernité ne sait plus rien de ce que le monde médiéval arabe plaçait, entendait sous ce terme de cogitation. Et effectivement, si, ce qui ne serait pas très cartésien, mais si par pensée nous entendons quelque chose qui a trait au concept, qui a trait aux notions universelles, qui relève d'une activité de l'intellect, alors la cogitatio médiévale arabe, effectivement, a totalement disparu, puisque pour un homme comme Averroès, cogiter, c'est faire acte d'imagination. La cogitation, c'est un acte qui consiste à produire, à manier, à trier, à ordonner des fantasmes. Et c'est cela qui m'a paru intéressant de réactiver, dans l'idée qu'il était peut-être symptomatique, intéressant à questionner, que la modernité ait oublié cette notion auquel elle a pourtant beaucoup dû, puisque la scolastique en hérite et que la modernité est une fille de la scolastique, cette notion d'une cogitation qui serait une activité fantasmatique. Cet oubli, il est propre à la philosophie médiévale en général, à la philosophie arabe en particulier, en tout cas ici en France. Comment vous, en êtes-vous arrivé à vous intéresser à Averroès, parce que c'est pas le premier livre que vous avez écrit sur le sujet, et ce n'est pas le dernier, si j'ai bien compris. Moi, effectivement, je suis parti de la philosophie latine d'abord, plutôt de la scolastique, de grands auteurs comme Thomas d'Aquin, Albert le Grand et Bonaventure. Mais très rapidement, en m'intéressant à Thomas d'Aquin, je me suis intéressé à son adversaire, à celui qu'il critiquait le plus, et dont la philosophie m'a paru receler une dimension explosive, révolutionnaire, et au fond, dont je voyais elle avait été mal comprise, et il m'a paru intéressant de s'intéresser aux raisons de cette incompréhension, dans l'idée que, encore une fois, pour employer le terme que je viens d'utiliser, cette mécompréhension, cette erreur de lecture, ces contresens a été des symptômes et non pas de simples égarements.
Donc je me suis intéressé par là, au fond c'est tout l'arrière-fond de mon travail, au rapport que l'Europe, pour parler un peu largement, a entretenu au monde arabe, qui, avec Averroès, était si proche d'elle, et pour ne pas dire qu'il en constituait une partie ou une source. Donc c'est cela qui m'a conduit à Averroès, c'est-à-dire à ce personnage andalou. Averroès, c'est un homme qui relève de l'islam occidental. Au fond, il est très peu espacé dans le temps d'un Thomas d'Aquin, mais dans le temps et dans l'espace, quelques centaines de kilomètres. Et cet homme qui a nourri, il n'est pas le seul, mais il a nourri une grande partie de la réflexion scolastique, a été aussi l'homme le plus détesté par elle. Et cela pour des siècles. Donc au moins pour cette raison, j'ai trouvé bon d'aller y voir de plus près. Vous parlez de la force explosive de la pensée d'Averroès, on va essayer de la définir ensemble. Nous sommes partis d'un tableau qui figure dans votre livre, avant les premières lignes que vous avez lues tout à l'heure, un détail du triomphe de saint Thomas d'Andrea di Bonaiuto, où l'on voit Averroès, le coude sur un livre, le menton dans la main, et vous dites, voilà, que fait-il? Il cogite. Dans cette cogitation, ce qu'il faut entendre, c'est qu'il y a autre chose que la pensée. Il y a cette faculté qui a tant été décriée par les philosophes classiques ensuite et assignée comme source d'erreur, qui est ce qu'on pourrait appeler l'imagination. Mais le fantasme n'est pas vraiment l'imagination. Comment est-ce qu'on distingue les deux? Vous avez tout à fait raison, mais d'abord une chose sur ce tableau, je me suis beaucoup intéressé aux divers tableaux qui existent et qui s'appellent les triomphes de Thomas d'Aquin, où on représente toujours un Thomas, le grand maître de la théologie chrétienne, vainqueur d'un Averroès écrasé à ses pieds, dans diverses positions, tantôt au sol, maugréant, tantôt assis, déchirant un livre, tantôt effectivement là, dans une posture plutôt mélancolique. Et j'ai commencé avec un détail de ce tableau-là, à Florence, qui est extrêmement beau, parce qu'il me semble que dans cette position-là, c'est autre chose qu'un vaincu qu'on peut voir, et que dans l'attitude cogitative, pensive, une attitude de songeur de cet Averroès-là, en vérité, moi je voudrais montrer que c'est là l'élément le plus important du tableau, parce que là se joue quelque chose, au point de vue théorique, qu'on pourrait ne pas voir et qui pourtant est déterminant. Alors s'agissant de votre deuxième point, effectivement, la cogitation, c'est une activité du fantasme, et on pourrait dire que toute la centralité, le centre même de la pensée d'Averroès, qui est un penseur de la rationalité, comme tous les Arabes d'ailleurs, comme tous les penseurs arabes de la falsafa, et c'est important de le dire, c'est vraiment des philosophie. Falsafa, oui, c'est la simple traduction en arabe du mot philosophia grec. Et par là, on désigne plutôt ce courant héritier de la philosophie hellénistique. Et il est très important, je le répète, de dire que ces hommes-là ont été des penseurs de l'intellectualité, de la rationalité. Mais Averroès, parmi eux, et comme les autres aussi, mais peut-être plus que les autres, place au centre de sa doctrine une réflexion sur le fantasme, dans l'idée que la clé de tout est peut-être là. Donc bien sûr que tout nous conduit à l'intellectualité, bien sûr que le destin de l'homme c'est de se faire intellect, d'être intelligent, de penser au maximum de ce qu'il peut, mais rien de cela ne se fera sans le fantasme et sans l'imagination. Pour le dire d'une façon très très simple, Averroès c'est vraiment si on dressait des sortes de camps dans l'histoire de la philosophie, c'est vraiment celui qui joue Aristote contre Platon. Et jouer Aristote contre Platon, c'est défendre au maximum l'idée qu'on ne pense pas sans image, et que donc l'imagination est la puissance absolument déterminante qui nous donne les objets et qui donne à notre essence même de se déployer. Bon. Alors, il se trouve que cette imagination, effectivement, les Arabes, c'est quelque chose que nous avons totalement perdu, l'ont étudiée d'une façon extrêmement raffinée, extrêmement subtile. Comme vous le savez, on s'est moqué de la scolastique parce qu'elle a raffiné à l'extrême certaines distinctions, elle a technicisé ses argumentations, et on a eu raison parfois de tourner la page. Mais on a parfois trop jeté, et me semble-t-il, c'est le cas avec la réflexion d'Averroès sur l'imagination, parce qu'il appartient à une tradition qui a, en découvrant ce que la médecine disait du cerveau, et en combinant cet héritage médical avec l'héritage aristotélicien qui concernait l'intellect, eh bien Averroès est un homme qui a essayé de détailler
au maximum l'éventail des puissances de l'imagination. Alors effectivement, l'imagination c'est un terme générique, mais qui recouvre un certain nombre de puissances infrarationnelles qui sont toutes situées dans le cerveau. On en distingue généralement 3, au début du cerveau, à l'avant du cerveau, une faculté qu'on appelle l'imaginative, au centre, celle qu'on va appeler la cogitative, et puis à l'arrière du cerveau, la faculté de la mémoire. Donc l'imagination, en un sens assez vague et assez large, c'est l'ensemble de ces 3 puissances-là. Et la cogitation, c'est le jeu de ces différentes facultés qui font le pont, en quelque sorte, entre la sensation, qui nous raccroche à l'animalité, et l'intellectualité, qui peut nous porter jusqu'à Dieu. Donc la cogitation, plus qu'une faculté, c'est un espace. Exactement. Où s'assemblent 3 autres facultés. Exactement. Il faut distinguer, si on était technique, entre la cogitative, qui est une belle faculté que la modernité a perdue, ce qui est d'autant plus étonnant que tous les médiévaux, aussi bien arabes que juifs et latins, pendant 400 ans en parlent, et qui est une faculté située au centre du cerveau, et qui fait véritablement l'interface entre notre rapport singulier au monde et les concepts universels, et la cogitation, qui est le jeu plus large de toutes ces facultés, et qui libère, qui ouvre un espace, qui est l'espace de constitution même de l'essence de l'individu. Mais comment distinguez-vous ici, ou comment Averroès distingue l'imagination du fantasme? Parce que les deux ne sont pas synonymes. Alors tout dépend si on recouvre un peu ces notions médiévales avec notre propre notion du fantasme. On pourrait dire, oui, que imago, et donc image, et fantasma, fantasme, sont strictement synonymes. Elles ne le sont plus, ces deux notions, synonymes, dès lors qu'on s'intéresse au travail de trituration que ces facultés infrarationnelles font sur les images comprises comme les premiers affects reçus du monde. Donc l'image au sens large, c'est cette espèce de paquet reçu de notre expérience du monde et stocké dans notre corps, c'est-à-dire à la fois dans notre cœur et dans notre cerveau. Ça, c'est l'image au sens large. Le fantasme, ou en un sens plus technique, sera le fruit du travail que va opérer sur cette image confuse, générale, en bloc, que va opérer la cogitative, cette faculté que la modernité a oubliée. Par fantasme, dans le langage courant, on entend une manière de fuir la réalité et de vivre dans ses désirs les plus fous et les plus inavouables. Quand on parle de fantasme, on pense notamment à ça, écoutez. J'ai une idée. Si vous vous appeliez Belle de Jour. Belle de Jour? Comme vous ne venez que l'après-midi. Je veux savoir ton nom. Belle de Jour. Pourquoi la nuit tu n'es pas là? D'où elle sort, c'est là? Qui? Belle de Jour? Oui. Elle a des demandes? Belle de Jour? C'est original. Belle de Jour, c'est le drame d'un divorce, celui de l'âme et de la chair. C'est le conflit entre le plus tendre amour et l'exigence implacable des sens. Veux-tu que je te dise un secret, Séverine? Je t'aime chaque jour davantage. Moi aussi, Pierre. J'ai l'impression que je te comprends mieux, que je me rapproche de toi. Chaque jour, je t'aime davantage, tu sais. Je t'ai jamais vu comme ça. Si seulement... Quoi? Oh, rien. Si seulement un jour tu m'annonçais une grande nouvelle. Belle de Jour, prise dans l'engrenage, pourra-t-elle vaincre cette force irrésistible qui l'entraîne? Comment revenir de ce voyage sans retour, de cette descente aux enfers? Alors quand on qualifie le fantasme de manière négative ou dangereuse, comme ça peut être le cas en tout cas là dans la bande-annonce revisitée du film de Louise Buñuel, Belle de Jour, qui date de 1967, dans lequel Catherine Deneuve s'adonne la journée, c'est pour ça qu'on l'appelle Belle de Jour, à des fantasmes sexuels, qu'elle essaye d'accommoder avec sa vie quotidienne, sa vie privée. Elle ne veut pas renoncer, elle ne veut pas changer de vie, elle veut simplement introduire dans sa propre existence une facette qu'on pourrait appeler, ce qui pourrait être de l'ordre du fantasme, et que son existence quotidienne ne lui permet pas de vivre. La bande-annonce parle de divorce entre l'âme et la chair, entre son plus tendre amour et le secret de ses sens. Il y a un divorce dans le fantasme, justement. Or, est-ce que le terme de fantasme tel qu'il peut être employé par Averroès, bien loin d'être un divorce, n'est pas au contraire le lieu où se rejoignent
l'âme et le corps, où se rejoignent l'esprit et la chair, et de ce fait créer un espace qui est beaucoup plus presque ludique, qui est beaucoup plus malléable qu'un simple fantasme qui viendrait au contraire enfreindre la pensée et même une forme d'existence. Jean-Baptiste Brenet. Oui, c'est très bien dit. Vous faites une remarque très très juste. Je dirais que cette notion moderne de fantasme, cette belle notion moderne, n'est pas le contraire du fantasme que moi je lis chez Averroès. Ça n'est pas le contraire pour une raison première mais fondamentale, c'est la question du désir. C'est que nous assimilons fantasme et désir, et pour Averroès aussi. C'est-à-dire que le fantasme est toujours le fruit d'un désir, toujours solidaire d'un désir et parfois d'une volonté. Les termes sont un peu flous. Et le fantasme engage toujours notre corps et la manière que notre corps a de désirer dans le monde, au sein de lui. Donc pour cette raison-là, les deux notions ne sont pas contraires. Mais pour une autre raison aussi, c'est que l'un des intérêts du fantasme, du fantasme cogité, de cette cogitation arabe, avéroïste que j'essaie de travailler, c'est de montrer son caractère incertain, son caractère d'entre-deux. Mon idée, elle est double, si vous voulez. Elle consiste à dire qu'à la fois tout repose sur le fantasme, tout repose sur la cogitation, que rien n'est donné d'emblée, que tout va se jouer dans cette espèce d'espace ouvert vers le concept, mais que dans cette ouverture plane sans arrêt la menace, la possibilité du gâchis, du délire, du ratage complet. Et la cogitative, elle est biface. La cogitation, le fantasme, il a deux faces possibles. Soit il nous conduit à la réussite, du point de vue de ces auteurs-là, c'est-à-dire à la pleine rationalité, soit il nous conduit vers le versant noir, c'est-à-dire la maladie, la pathologie, l'animalité, l'absence de logos, etc. Et là, on retrouverait ce risque-là dont vous parlez. Alors, vous pointez quelque chose d'extrêmement juste avec ce lexique du divorce ou de la jonction. Effectivement, la grande critique de la pensée européenne latine contre le fantasme avéroïste, c'est de dire que c'est une occasion de divorce, que c'est le lieu d'un divorce. C'est-à-dire qu'au fond, un Thomas d'Aquin dit à Averroès, tu prétends faire du fantasme et du désir dont il est solidaire le moyen de retrouver ton essence, d'accomplir ton intellectualité, de faire de toi véritablement l'homme que tu es, mais en vérité, tu t'enfermes avec lui dans l'animalité et tu te coupes de la raison. Donc le fantasme n'est pas du tout un trait d'union, une passerelle jetée vers le concept. Au contraire, il est ce qui te prive, qui te tient à distance du concept et qui t'enferme dans l'individualité sans intérêt de ton corps. Mais c'est un contresens, c'est une erreur intéressante, même si Averroès ne nie pas, comme je viens de le dire, la possibilité de rater, de s'égarer. Et au fond, au cours des pages de mon livre, j'ai proposé quelques illustrations possibles de ratage, c'est-à-dire une fantasmatique morbide, pathologique, qui échoue, mais le sens profond du fantasme avéroïste, c'est d'en faire, comme vous l'avez dit très justement, l'espace d'une jonction entre le corps de l'individu, ou sa chair, si vous voulez, et son intellectualité. Peut-être pour comprendre la fonction et la nature même de cette jonction, faut-il préciser que l'intellect chez Averroès n'est pas la faculté de penser propre à chaque individu. L'intellect est il dépasse l'individu, et cette jonction est nécessaire pour que un individu, puisse se joindre à cette faculté qui le dépasse. Exactement. Ce qui rend si crucial la doctrine avéroïste du fantasme, c'est d'abord sa doctrine de l'intellect. Et précisément parce qu'il a une doctrine de l'intellect, qu'il veut fidèle à Aristote, qui joue à fond l'idée que l'intellect est séparé, c'est-à-dire que pour ces gens-là, l'intellect n'a pas comme organe le cerveau. L'intellect n'a pas d'organe. Donc il est attenant, si vous voulez, au corps de chacun, mais ça n'est pas une puissance organique comme la puissance de voir. Et donc, tous ces penseurs-là, et Averroès plus que tous, essayent de penser comment nous déployons en nous cette puissance qui est à nous et en même temps doit être sans arrêt rejointe. Et le fantasme, c'est le moyen de rejoindre notre propre nature, c'est-à-dire notre propre intellect, qui n'est pas d'emblée une faculté de notre corps. C'est ce qui nous individualise en réalité, nous humanise. Alors, l'intellect fait de moi l'homme que je suis, fait de moi un homme, mais cette humanité, elle est incoative, elle est donnée comme une simple promesse. C'est un simple germe, et au fond, ce qui fera pousser ce germe, dans un bon sens, ou fera de moi une mauvaise plante, ce sera le fantasme, puisque tout s'adosse, tout repose sur la manière que j'aurai de fantasmer. Donc le fantasme ouvre véritablement l'espace de mon humanisation, parce que c'est par le fantasme, dans le fantasme, et avec lui, sans jamais l'abandonner probablement,
que je m'approprie cette intellectualité universelle qui fait la puissance commune de l'humanité, mais je me l'approprie, et c'est dans cette articulation entre l'intellect séparé, à distance de mon corps, et l'individualité de mon imagination, de ma puissance de fantasme, que je m'humanise et je deviens au maximum de ce que je peux l'homme que je suis. Est-ce que vous iriez jusqu'à remplacer le « je pense donc je suis » cartésien par un « je fantasme donc je suis » ? Au fond, c'est exactement comme ça qu'il faudrait traduire. J'imaginais une expérience intéressante. Si on avait pris un médiéval et un médiéval arabe et qu'on l'avait mis devant le cogito, la formule du cogito cartésienne, il l'aurait entendu comme ça. Il aurait traduit cogito par je fantasme. Il aurait entendu dans cogito une activité cérébrale qui n'est pas celle de l'intellect, mais celle du corps, et il aurait tout à fait pu en déduire, effectivement, que dans cette activité, par elle, quelque chose de notre être était en train de se jouer. Il l'aurait absolument dit ainsi. Sauf qu'à la fin du livre, j'essaie de montrer que la lecture avéroïste est plus profonde que ça, puisqu'au fond, on en parlera peut-être tout à l'heure, ce qui se joue n'est pas seulement mon être, mais l'être même de la communauté des hommes. Et qu'au fond, la vraie lecture qu'Averroès aurait pu faire de cette formule cartésienne aurait été « je fantasme, donc nous sommes ». Qu'est-ce qu'un homme normal ? Celui qui n'a jamais rien commis d'abominable ? Bon, mais n'a-t-il jamais eu des pensées incontrôlées ? Ou peut-être même ne les a-t-il pas eues ? Mais quelque chose, un fantasme, a surgi, quelque part, en lui, il y a 10 ou 30 ans. Quelque chose dont il s'est défendu et qu'il a oublié, et qu'il ne redoutait pas. Car il savait que jamais il ne laisserait s'épanouir cette chose, et que jamais elle n'entraînerait aucun acte. Et maintenant, imagine que tout à coup, en plein jour, il rencontre cette pensée, incarnée, rivée à lui, indestructible. Il se demande où il est. Sais-tu où il est ? Il est ici, dans la station Solaris. Qui n'a jamais eu certains rêves éveillés, certaines folies ? Pense à un maniaque qui s'amourache d'un bout de linge sale, qui à force de prières, de menaces et au mépris des dangers, acquiert ce misérable chiffon adoré. Drôle d'histoire, non ? Un homme qui, simultanément, a honte de l'objet de sa convoitise et le chérit plus que tout. Un homme prêt à sacrifier sa vie pour cet amour, car il éprouve peut-être des sentiments aussi vifs que ceux de Roméo pour Juliette. De tels cas existent, n'est-ce pas ? Tu comprends par conséquent qu'il doit exister des choses, des situations que personne n'a osé matérialiser et que la pensée a engendrées par accident. Dans un instant d'égarement, de démence, appelle ça comme tu voudras. À l'étape suivante, l'idée devient matière. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Bienvenue sur les chemins du vendredi où j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui le philosophe Jean-Baptiste Brenet qui vient nous parler de son ouvrage « Je fantasme, Averroès et l'espace potentiel » aux éditions Verdier, et on trouve à la page 75 de votre livre, Jean-Baptiste Brenet, cet extrait de Solaris, donc le texte de Stanislas Lem, qui date de 61. Solaris, cette planète cerveau couverte d'un océan qui matérialise les fantasmes des hommes, et on trouve cette interrogation, en réalité, qui est de savoir, mais dans quel sens est-ce que le cogito, donc vous l'avez défini comme étant un peu différent de la pensée, comme étant cet espace qui permet ce jeu entre ce que nous pouvons appeler des facultés, à la fois l'intelligence et l'imagination, eh bien dans quelle mesure le cogito peut vraiment incarner nos fantasmes et savoir si ces fantasmes peuvent survivre justement à ce cogito, à l'intellect, à l'âme, ou je ne sais pas comment la nommer, mais cette espèce de... ce qui peut devenir une forme de conflit entre les deux dans le cadre d'une communauté humaine. Ici, c'est la question que pose Solaris. Oui, je vous remercie de faire référence à Solaris. J'ai écrit un petit intermède et j'y voyais une illustration possible des dérives de la cogitation, justement. C'est-à-dire que traditionnellement, dans la pensée arabe, on considère que nos fantasmes, nos images inscrites dans notre corps servent de matière, si vous voulez, à une abstraction des concepts. Donc il y a une sorte de puissance qu'on appelle l'intellect, dont les Arabes généralement font une puissance cosmique, qui a comme charge d'abstraire de nos images
leur noyau intelligible et de les intelligibiliser, c'est-à-dire d'en faire des concepts. Bon. Il se trouve qu'avec Solaris, on peut penser quelque chose d'un peu différent et qui raccroche une partie de la pensée d'Averroès. C'est que le fantasme n'est plus ce dans quoi l'intellect satellitaire vient tirer le concept, mais une espèce de force qui oblige en quelque sorte l'intellect à produire ce qu'elle-même est en train de développer. Donc Solaris, c'est cette planète qui rend concrète, qui incarne, qui matérialise le fantasme, qui le fait exister, et le fantasme, disons, blessé, douloureux, les taches noires du psychisme, effectivement. Et j'y voyais une sorte d'illustration de la dimension morbide, potentiellement morbide de la cogitation. C'est-à-dire la cogitation qui rate, c'est la cogitation précisément qui ne s'universalise pas. C'est le fantasme qui ne parvient pas à libérer sa dimension conceptuelle, à se raccrocher à la rationalité. Et c'est au contraire même lui qui contraint en quelque sorte l'intellect à incarner jusqu'à l'illusion, jusqu'au délire, jusqu'au malheur, à incarner ce qu'il nourrit dans son ressassement, son ressentiment et sa propre douleur. Et au fond, dans Solaris, le film de Tarkovsky, vous avez les deux dimensions. C'est-à-dire sur la planète, parce que les hommes n'ont pas compris qu'ils fantasmaient mal, qu'ils se rapportaient mal à l'altérité qu'est cette planète gigantesque, eh bien, ils sont victimes d'une cogitation maladive, morbide. Et au fond, Chris, le personnage qui est psychologue principal du film et du roman, Chris sera celui qui, en revenant sur Terre, aura tiré les leçons de cet échec de la solaristique. C'est celui qui comprend comment il faut fantasmer pour être sain et non pas malade. Et la grande force de cette image de Solaris, que ce soit le texte ou le film, c'est de montrer à quel point les fantasmes sont un lieu, voire une planète. Il y a cette dimension spatiale qui est fondamentale. Absolument. Absolument. J'ai beaucoup joué tout au long de mon livre sur cette dimension de l'espace, du lieu, parce que il y a deux lieux chez Averroès, on pourrait dire. Il y a un lieu qui est celui de l'intellect, c'est comme ça d'ailleurs qu'Aristote, en pensant probablement à Platon, le définissait, l'intellect c'est le lieu des formes, mais pour tous les médiévaux, de toutes les traditions, l'intellect humain c'est d'abord ce qu'ils appellent l'intellect matériel, c'est-à-dire un réceptacle, une sorte de substrat des concepts, c'est-à-dire quelque chose qui est fait pour recevoir des concepts et qui peut se déployer et être pleinement ce lieu des pensées. Mais il y a un autre lieu chez Averroès, c'est le lieu du fantasme. C'est-à-dire qu'en fait, l'intellect ne se déploiera, ne s'étoffera, ne se parachèvera que parce que nous saurons habiter ce lieu qui est celui qu'ouvre en nous la cogitation, par notre corps, dans notre corps. C'est ça la belle idée, c'est qu'il ne s'agit pas de fuir le monde, il ne s'agit pas d'esquiver l'expérience, au contraire, c'est du dedans du monde que, le cas échéant, nous pourrons le quitter. Et c'est dans l'espace ouvert par la cogitation, cet espace presque d'abord concrètement cérébral. Il y a tout un jeu pneumatique, spirituel, entre notre cœur, notre cerveau, les nerfs, nos membres, etc. C'est dans cet espace du fantasme que le second espace, celui de la pensée, pourra se déployer. Vous parlez de l'espace du fantasme, il est difficile en vous écoutant de ne pas penser à une dimension qui serait plus psychanalytique. Et quand on vous lit les premières pages, on y pense assez rapidement et heureusement, vous convoquez des exemples, notamment un texte de Winnicott. D'ailleurs, je signale que votre livre s'appelle « Je fantasme, Averroès et l'espace potentiel ». Et l'espace potentiel est une expression qu'on trouve chez Winnicott. Winnicott qui pose cette question de manière assez frontale. En ces termes, il dit « Que faisons-nous lorsque nous écoutons, par exemple, une symphonie de Beethoven ou que nous allons en pèlerinage dans une galerie de tableaux? Que fait un enfant assis par terre qui s'amuse avec ses jouets sous le regard attentif de sa mère? Que fait un groupe d'adolescents participant à une séance de pop? Il suffit pas de dire que faisons-nous, il faut aussi poser la question où sommes-nous si nous sommes vraiment quelque part? Nous utilisons les concepts du dedans et du dehors et nous en cherchons un troisième. Eh bien, peut-être pourrions-nous y voir plus clair en évoquant l'existence possible d'un lieu auquel les termes du dedans et du dehors ne s'appliqueraient pas exactement. Ce que Winnicott définit ici, c'est exactement la cogitatio. Oui, c'est ça. D'ailleurs, il y a une phrase de Winnicott où il dit que le bébé vient remplir des produits de son imagination cet espace potentiel. Il m'a semblé que la notion très très célèbre, rebattue d'espace potentiel winnicottienne,
pouvait être utilisé avantageusement avec Averroès, qui en serait une sorte de préfigurateur dans un autre champ, si vous voulez. Mais effectivement, si cet espace potentiel, c'est celui qui se situe entre le dedans et le dehors, entre le subjectif et l'objectif, celui où se joue la séparation, la distinction et en même temps la familiarité du moi et du non-moi, eh bien on peut dire que la cogitation, c'est un espace potentiel. Du coup, parce que cette conception, enfin cette notion même d'espace potentiel, est-ce qu'on peut la définir comme étant une forme d'inconscient ? Averroès n'est pas un penseur qui s'occupe beaucoup de la question de la conscience. Non, c'est plutôt chez Winnicott. Chez Winnicott, oui, bien sûr. C'est-à-dire que ça n'est pas une activité qui se déploie de façon consciente. Hein. La preuve, ça commence à partir de 4 ou 5 mois, si je me souviens bien, dit Winnicott. Donc ça joue, et on retrouverait là bien des thématiques qui sont présentes chez Averroès. Mais ce qui m'a intéressé, c'est que jusque dans le lexique même de la formule, l'espace potentiel, l'idée était valable pour Averroès. La cogitation, c'est bien l'espace de la puissance de l'individu. C'est-à-dire, c'est là où, encore une fois, se perfectionne, s'accroît sa puissance, c'est-à-dire sa puissance d'humanité. Il faudrait dire. Le fantasme, c'est l'espace de déploiement de la puissance d'humanité de l'individu, avec toujours la possibilité, comme dans le bébé dont la mère n'aurait pas été suffisamment bonne ou dans le névrosé, la possibilité du ratage. Mais ça veut dire que la notion même de fantasme, à la fois humanise l'individu et en même temps le tire vers un espace qui le dépasse, le désubjectivise en un sens. Oui, c'est ça, il y a un chiasme, au fond, assez banal dans l'histoire de la philosophie. On le trouve déjà chez Aristote, lorsque il nous demande de vivre en Dieu, de penser en Dieu, en quelque sorte, avec cette idée qu'il y a une part tout à fait divine en nous, qui est l'intellect. Donc le paradoxe est assez banal, mais toujours fascinant à penser, c'est que plus je suis moi, moins je le suis. Donc le fantasme, la cogitation, c'est un espace, l'espace d'un chiasme, si vous voulez, où tandis que l'individu s'universalise, eh bien il s'approprie l'intellect. Ou on pourrait plutôt le dire de la façon inverse, c'est-à-dire que par le fantasme, je m'approprie la pensée, je la fais mienne, j'apprends à penser, j'apprends à m'humaniser, mais ce faisant, en m'humanisant, je dépasse ma singularité, la singularité de mon corps sentant, et au fond je rejoins l'unité humaine du concept. C'est pour ça que vous parliez tout à l'heure de zones intersubjectives incarnées par le fantasme, que ces jeux fantasmes, donc nous sommes, et on retrouve une forme de collectivité dans ce fantasme. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'effectivement, le fantasme ne doit pas du tout être limité à sa dimension individuelle. Il est vrai que par le fantasme, comme une marque que j'applique sur une chose, je m'approprie le concept et l'intellect, mais en même temps, le fantasme, dans sa singularité même, est le moyen d'une transmission de la pensée. C'est assez beau, ça. C'est-à-dire que il n'y a de pensée valable, Averroès y insiste, que dans sa transmission, évidemment par le langage, par les images, et au fond, le fantasme, qui est à la fois ce qui me donne à moi de penser, me donne aussi de transmettre cette pensée et de communiquer, qu'il s'agisse du maître et de l'élève, ou d'un individu et d'un autre individu. Et il y a quelque chose de l'intersubjectivité chez Averroès, très très forte, parce que ce que j'essaye de montrer à la fin du livre, c'est qu'au fond, tout fantasme, dans sa limite, en appelle un autre. Que tout fantasme d'un individu, s'il est vrai que le but de l'humanité, c'est d'accomplir toute la pensée, de faire que tout le pensable soit pensé, et compte tenu de la limite des fantasmes individuels, eh bien, les individus sont débordés dans leur activité fantasmatique par la nécessité de s'agréger aux fantasmes des autres, si bien qu'il n'y a pas de fantasme qui ne soit collectivement une activité de cogitation. Alors comment faire pour défendre Averroès contre une objection que lui adresse Thomas d'Aquin notamment, à savoir que dans cette manière de concevoir les choses, à la fois le rapport individuel à soi et hors de soi, et la façon dont l'espace collectif s'agence dans l'espace même de la cogitation, eh bien que finalement c'est cette théorie-là de l'intellect et de la cogitation détruit ce que Thomas d'Aquin appelle la conversation oui. Morale et politique, à savoir qu'on est comment ne pas basculer dans une forme peut-être d'irrationnel qui fait que le lien n'est plus du tout celui de l'intellect, du dialogue, de la conversation. Oui, il y a une première erreur fondamentale de Thomas d'Aquin à l'égard d'Averroès et qu'il faut rappeler parce qu'au fond, quand nous y pensons, nous sommes tous les héritiers de cette erreur-là. L'erreur, c'est de dire que Averroès, qui serait en cela d'ailleurs représentatif d'une tradition arabe,
Averroès place l'intellect au-delà de l'homme, au-delà de l'individu, au-dessus et au-delà de lui. C'est-à-dire l'idée que l'homme serait homme sans la rationalité et que le but de la vie serait de tâcher de la rejoindre. C'est comme cela que Thomas d'Aquin présente Averroès. Et il a tort, me semble-t-il, malgré ce qu'on a dit à propos de la séparation tout à l'heure. Averroès n'essaie pas de dire que l'homme est homme sans l'intellect. Il essaie de dire que dans un rapport très particulier, très singulier au sein de l'univers, l'homme n'est homme et n'existe que par l'intellect. Mais que cet intellect, au départ, n'est rien. C'est-à-dire que ce qui caractérise l'homme d'Averroès, c'est d'être une sorte de pure puissance en son être même. C'est d'être un être dont l'être même, au départ, n'est rien et dont tout l'être repose sur l'activité fantasmatique. Et c'est cela que Thomas n'a pas compris, parce qu'il croit que le fantasme est le moyen de s'accrocher, de s'arrimer à un intellect au-delà de l'humanité de l'homme, alors que pour Averroès, le fantasme est du dedans de l'humanité de l'homme, mais qui est une humanité en promesse, si vous voulez, simplement en creux. Du dedans, le fantasme a comme charge, comme fonction, comme possibilité, comme puissance de déployer cette forme qu'est l'intellect pour nous. Ça, c'est le premier point. Et quand on comprend ce point-là, on comprend effectivement que c'est presque trop beau comme trouvaille, si vous voulez, que l'attaque de Thomas d'Aquin tombe totalement à plat. Thomas d'Aquin, oui, dit, parmi toutes les attaques qu'il formule, toi, Averroès, tu détruis la conversatio. La conversatio, on pourrait traduire ça par la société. Tu détruis toute morale et toute politique, le fait pour les hommes de vivre en humain ensemble. Il me semble que c'est exactement l'inverse. C'est que d'une certaine manière, par sa doctrine du fantasme, l'avéroïsme est la doctrine la plus puissante qui soit sur cette notion de conversatio, dont originairement on doit se rappeler qu'elle signifie le fait de fréquenter un même lieu. Conversari, c'est se tourner ensemble vers un même lieu, fréquenter un même lieu. Et il me semble que ce qu'Averroès essaye de penser, c'est cette idée que, en fantasmant, nous sommes tous ensemble en un même lieu. C'est le lieu d'élaboration de la conceptualité humaine, de la rationalité humaine. C'est-à-dire que dès lors que dans mon corps je fantasme, je me retrouve au lieu où vous aussi vous vous trouvez, où nous tous ces corps que nous sommes, tous ces corps cogitants que nous sommes, c'est-à-dire dans cet espace où il s'agit de produire du concept, et en produisant du concept, de produire, de parachever la rationalité de l'homme. Donc il me semble que, contrairement à ce que Thomas dit, Averroès produit une théorie de la conversatio, c'est-à-dire une théorie du lieu commun par sa conception du fantasme, où il ne s'agit pas simplement de dire que je suis seul dans mon corps, dans mon rapport aux choses et dans mes images, mais au contraire que dans cette activité corporelle, à moi, je retrouve tous les autres vers l'universalité du vrai. Mais comment s'en assurer ? C'est-à-dire comment Averroès peut-il fonder, alors non pas en raison, j'entends bien, mais fonder quand même de manière peut-être argumentative ou même en certitude la conviction de l'existence de cet espace commun et la certitude que lorsque je fantasme, je rejoins l'autre dans son fantasme. Il y a un postulat ici d'une universalité qui est... est autre chose qu'un postulat, quoi. La preuve, c'est l'accord des esprits autour du vrai. C'est-à-dire la preuve, c'est le fait même que je ferai cet après-midi, à savoir donner cours. Dès lors que je donne cours dans mon corps avec mes mots face à des étudiants qui me questionnent et qui le reçoivent dans leur corps avec leurs mots, et que pour autant, à la fin de l'heure et demie, si tout va bien, nous nous sommes entendus sur un certain nombre de propositions, cette simple scène-là, la plus banale qui soit pour tous les philosophes, eh bien cette simple scène-là est l'attestation que c'est bien dans le fantasme, dans la communauté de nos fantasmes, que nous parvenons à rejoindre l'universalité du vrai. Donc au fond, il y a une sorte de preuve par l'enseignement lui-même. Il y a un double obstacle auquel on fait face quand on essaye de comprendre ce que vous dites, c'est que déjà le fantasme spontanément est associé au faux aujourd'hui et s'oppose à l'intellect. Et donc c'est pour ça qu'il est très difficile d'entendre que c'est dans le fantasme, en faisant cours, c'est par le fantasme que vous rejoignez la communauté, vous faites communauté avec vos élèves. Oui, vous avez raison. Avec Averroès, on doit travailler encore, on doit s'opposer à notre héritage moderne, au rapport que la modernité a eu avec l'imagination, dont elle a fait la folle du logis, c'est assez classique. Averroès relève d'une toute autre tradition, il n'ignore pas
Encore une fois, c'est une face possible, une face noire, la possibilité de l'égarement. Mais c'est une autre tradition qui considère qu'il n'y a pas d'autre voie possible vers l'intellectualité que celle du fantasme, qu'on doit entendre d'abord en un sens très strict. Le fantasme n'est que ce qui est reçu de la sensation, c'est-à-dire c'est simplement le senti stocké. Tout ce dont je fais l'épreuve, quelle que soit sa forme, dès lors que c'est stocké dans mon corps, cela s'appellera le fantasme. Et puis ce fantasme-là, je le travaillerai cérébralement pour donner tel ou tel fruit, et sur la base de ces fruits, je produirai du concept. Donc le fantasme, évidemment, pour Averroès, n'est certainement pas du tout l'espace du faux. Le fantasme, c'est la fourniture même du concept, c'est ce sans quoi l'intellect, l'intelligence ne peut pas fonctionner, parce qu'il est sans objet. Donc le fantasme, c'est l'objet même du sujet, pour parler en termes un peu modernes, c'est-à-dire c'est ce sans quoi le sujet n'existe pas, parce qu'il serait vide. Donc nous naissons en creux, nous naissons troués, nous sommes des animaux très particuliers, les plus puissants de la nature, dit Averroès, mais paradoxalement ceux dont l'être est à faire. Au cœur de notre être même travaille une sorte d'insuffisance, et le déploiement de cette insuffisance n'a qu'un nom, c'est le fantasme. Comme une forme à donner à l'informe. C'est exactement ça, et c'est un autre moyen de retrouver Winnicott. Winnicott dit qu'au fond, les malades, certains malades sont ceux qui ne sont jamais partis de l'informe. Il faut bien comprendre que nous devons être informes pour nous former, et qu'il n'y a pas pire vie que celle qui consisterait à commencer préformé, prédéterminé. Averroès, c'est un penseur du caractère informel de l'être même de l'homme, parce qu'il existe, il est donné, mais encore une fois, c'est une forme qui est d'abord une sorte de pure puissance. Et la vie de l'homme, vivre, ça consiste tout banalement à actualiser cette puissance, mais l'actuation, le développement de cette puissance ne peut se faire qu'en fantasmant. Il n'y a pas d'autre voie possible. Le fantasme n'est pas même un pis-aller, parce qu'il n'y a pas d'autre monde que le nôtre. Le fantasme, c'est le lieu, l'espace, le seul possible qui nous reste pour faire de notre être autre chose qu'un trou. Et peut-être même jusqu'au plein total qui serait l'équivalent de l'être de Dieu. Donc l'enjeu est grand. Je peux être fou ou Dieu, en fantasmant. Et le fantasme est aussi parce qu'il est ce qui fait la jonction d'un côté avec l'intellect et de l'autre avec la dimension sensible de mon existence, ce qui va me singulariser. C'est ça aussi qu'on peut comprendre. Oui, absolument. C'est ce qu'on disait tout à l'heure à propos du chiasme. C'est-à-dire que la première approche qu'on peut avoir du fantasme, c'est de comprendre que c'est par lui que j'accroche mon intellectualité, que je fais de cet intellect qui, au fond, c'est quelque chose qu'on a mal compris chez Averroès. Quand on parle de l'intellect 1, on imagine une sorte de super soucoupe au-dessus de la planète Terre et des têtes des hommes. Mais en réalité, cette unité ou unicité dont parle Averroès, c'est l'unicité de la puissance commune de l'espèce. Il parle de cela. Reste que quand je nais comme bébé humain parce que j'ai une puissance de pensée, et que ce qui va me permettre de m'approprier cette puissance, quand même de vivre ma vie, d'être rationnel, c'est le fantasme. Donc je l'ai dit tout à l'heure, le fantasme, c'est même en arabe un terme qu'on pourrait aller chercher, c'est une marque, c'est ce qui relie, c'est ce qui fait de l'intellect, mon intellect, et qui fait de mon corps un corps intelligent, un corps puissant jusqu'à l'intelligence. Merci beaucoup Jean-Baptiste Brenet d'être venu nous parler de votre livre aujourd'hui, Je fantasme. C'est le titre du livre. Averroès et l'espace potentiel aux éditions Verdier.